va commencer. On peut y aller. Eh bien, bonjour à tous. Désolé pour ce démarrage avec un petit peu de retard. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet important pour le retail, une véritable révolution. Bien qu'on le verra, le sujet existe déjà depuis de nombreuses années et a commencé aux États-Unis. On va parler boutique éphémère et pop-up store, des vrais laboratoires du retail à ciel ouvert. Et donc pour cela, je suis accompagné de Thomas, responsable partenariat chez Lundi Matin, et Guillaume Frugier, si tu veux te présenter, dont c'est l'activité à temps plein. Oui, bonjour à tous. Guillaume Frugier, en fait, je dirige la société Expérience. En fait, on est spécialisé sur la gestion et l'accompagnement des marques dans leurs programmes de produits dérivés à 360 degrés. Et dans cette fonction, on les accompagne sur la mise en place de leur gestion, qu'elle soit digitale ou physique, et que ce soit des boutiques permanentes ou éphémères. Et effectivement, ces dernières années, comme le disait Baptiste, le pop-up store est de plus en plus présent et se développe de plus en plus sur différentes manières en fait, qu'on va voir je pense dans les différents slides. C'est ça, tout à fait. Donc pour comprendre le phénomène, je pense qu'on peut retourner dans les années 90. C'est aux États-Unis avec Target qui, sous un format un petit peu différent, commençait déjà à vouloir écouler les stocks de façon un peu plus rapide, avec des collections en édition limitée, etc., etc. Et on commençait à introduire ce concept vraiment de pop-up store. Chez nous, il faut attendre 2010, donc on a l'arrivée de tous des pure players avec la logique e-commerce, qui se disent que mine de rien, on va rentrer vraiment en contradiction avec l'aspect purement digital, et on va venir créer du lien avec une boutique et un format physique. Donc c'est là que le pop-up store devient un outil stratégique à part entière. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux faire allusion à ça sur le début de ton activité. Oui, non, c'est vrai que c'est devenu, effectivement, ça a commencé dans la grande distribution à l'origine, comme on a vu chez Target. Et c'est vrai que les enseignes, même de mass market en France, ont voulu déstocker, créer ce qu'on appelle plus précisément des shop-in-shop, en fait, et que les enseignes et les marques maintenant développent de plus en plus, qu'on peut retrouver autant chez Carrefour que chez Leclerc ou chez Auchan, qui maintenant créent des espaces très premium ou sur des temps donnés pour soit revendre des collections, parce qu'à l'origine c'était effectivement du déstockage et de la promotion. Maintenant c'est passé bien au-delà de ça et c'est quasiment plus ça. Maintenant c'est vraiment de la mise en avant de marque qui peut être plutôt premium, de la mise en avant lors d'événements sur des collections très spécifiques, des collections capsules, et c'est quelque chose qu'on va retrouver se développer. Alors ça a commencé effectivement dans les années 2010, mais l'essor est vraiment venu, je pense, après le Covid, où ça a vraiment explosé, parce qu'il fallait aller rechercher les clients en fait sur leur lieu de vie et non plus forcément dans le mass market. Maintenant, ce sont les marques qui se déplacent et moins l'inverse. Et en tout cas, ça permet de capter les clients dans une toute autre forme en fait, et de manière beaucoup plus informelle. Et ça permet vraiment de travailler le fan engagement sur les marques en fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas Guillaume. Thomas, je peux te passer la parole sur plutôt l'impact de Lundi Matin et l'implication du projet boutique éphémère. Nous, chez Lundi Matin, on est éditeur de logiciels. C'est vrai qu'on a eu assez rapidement des initiatives avec des boutiques éphémères. On a notamment eu une initiative en 2019 avec la CCI de Paris pour monter une espèce de boutique connectée qui permettait à des commerçants de voir qu'on pouvait, dans des petites capsules, mettre en place des solutions complètes d'encaissement et de vente de produits pour des retailers. Donc on a quelques exemples de retour vraiment en 2010 avec par exemple les exemples assez connus avec notamment le pop-up store Puma et Doc Martens également sur un challenge pure player et transformation en boutique physique. Donc le concept du pop-up store, il joue sur l'effet FOMO, donc Fear of Missing Out, que vous connaissez tous. C'est vraiment la peur de louper quelque chose, de louper un événement. Et on va le voir, ça touche littéralement tous les domaines. Donc pourquoi ça marche? Déjà, il y a plusieurs éléments. Les marques rentrent dans une dynamique de storytelling. Guillaume, tu pourras sans doute nous en reparler avec tous les exemples. On en parlait en off, mais notamment Star Wars, Hello Kitty, etc. Donc les marques ont l'occasion de raconter leur histoire. Elles jouent sur l'effet FOMO et les produits en lui-même, c'est-à-dire la peur de louper des produits qui sont disponibles avec des drops très limités. Donc on va jouer également parfois aussi
c'est un peu le jeu de la boutique éphémère, on est sur des phénomènes de revente de ces produits en ligne. Et on a un côté très expérimental au final avec ce laboratoire du retail à ciel ouvert. Et évidemment, le contenu social, on en reparlera un petit peu après des influenceurs avec quelques exemples. Ça permet de générer du contenu, du bouche à oreille et au final créer une certaine viralité. Est-ce que tu peux nous parler de marques qui racontent leur histoire via justement ce concept de boutique éphémère et de pop-up store, Guillaume? Alors aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler pour beaucoup de studios de cinéma, tels que Disney, Warner Bros. Ou Universal Studios. Et c'est vrai que c'est un phénomène. Alors, eux, le storytelling, c'est vraiment la base de leur métier. Aujourd'hui, Disney raconte des histoires depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, on a besoin de transformer ça dans les magasins, en fait. Aujourd'hui, maintenant, on ne vend plus seulement un t-shirt, on vend une histoire. Un t-shirt, c'est très très simple à vendre. Vous allez juste sur Amazon, vous restez dans votre canapé et ça se vend tout seul. Le but, en fait, c'est de raconter une histoire pour faire venir le client dans votre magasin, dans votre lieu. Et ça passe aussi par ce côté éphémère comme on évoquait. Aujourd'hui, on a monté l'année dernière à la Japan Expo pour Nintendo, la première boutique éphémère Nintendo en Europe. Et une chose que j'ai exigé de la part de Nintendo, c'est d'avoir un minimum de 95% de l'offre venant du Japon. Le but de ces boutiques éphémères, c'est vraiment de créer ce côté un peu unique. Et effectivement, c'est le moment où il faut que les gens consomment. C'est à ce moment-là qu'ils doivent venir, pas après. C'est tout de suite en fait. Il faut qu'on drive le client en lui racontant une histoire. Bien sûr, il faut raconter quelque chose, prolonger en fait ce sentiment avec lui. D'où ce côté un peu expérimental, expérientiel. Et petit à petit, et bien sûr, capitaliser sur tout ce qui est social et communication qui sont hyper importantes parce qu'une boutique éphémère, c'est très court. Il faut que ça aille très très vite en termes de communication pour que le ROI reste bien dans les clous. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que ça coûte de l'argent de monter un pop-up store. La rentabilité, il faut vraiment la travailler. Donc tous les secteurs sont concernés, donc mode, luxe, bijoux, avec des exemples que vous reconnaissez sans doute. La tech, la mobilité, l'électroménager, la gastronomie, la partie fast-food, les produits locaux, mais également la partie influence avec Hôtel Mafouf et l'influenceuse Lena Situation qui crée l'événement à chaque édition, ou également Kylie Jenner ici qu'on voit à droite. Est-ce que toi, Guillaume, tu as déjà fait face à des demandes assez inédites parce que le format apporte justement de l'inédit avec les pop-up stores? Non, des demandes inédites, non, pas spécialement. En fait, ce qui est compliqué des fois, c'est surtout de trouver le bon lieu au bon moment. Aujourd'hui, des boutiques avec des influenceurs, c'est très bien, il faut les maîtriser parce que les trois quarts des influenceurs drainent énormément de gens et de trafic. Donc il faut trouver le bon lieu pour absorber ça et il ne faut pas justement négliger ce côté logistique qui est extrêmement important parce que ça peut devenir... On a aussi eu des exemples d'influenceurs qui ont créé des vrais carnages en ne maîtrisant pas ou certaines enseignes alimentaires qui ont essayé de faire des coups avec des consoles gratuites, des burgers à prix réduit voire offerts et ça a été une vraie catastrophe. Donc le but c'est vraiment de driver tout ça et comme je disais en fait la durée du pop-up store en fait est vraiment à considérer parce que le plan de communication est extrêmement important. Même si ce sont des influenceurs, plus le pop-up store est court, plus il faut que la communication soit puissante et sûre. Parce que quand on n'a que 3-4 jours, il faut transformer tout de suite dès le premier jour. Il n'y a aucun jour d'attente. Donc, est-ce que tu peux nous parler par exemple aussi de la dimension produit? Donc là, on parle beaucoup du concept, l'effet FOMO, l'effet expérientiel. Comment toi, et notamment on en parlait aussi en off tout à l'heure, comment tu fais pour développer cette dimension produit avec de l'exclusivité jusqu'où au final on pousse la recherche pour compléter l'expérience? Alors en général, nous, on utilise le maximum possible des produits qui sont peu trouvables sur le marché. Le but n'étant pas d'avoir des produits qu'on trouve dans la grande distribution, on ne se positionnera jamais en termes de prix. Donc la grande distribution est bien trop forte pour ça et c'est en aucun cas le but d'aller s'auto-cannibaliser quand on est une marque. Ça n'a aucun intérêt. Le but étant d'essayer d'avoir, comme je disais par exemple sur Nintendo, des produits exclusifs venant du Japon ou créer des collections capsules pour l'événement avec soit un design, soit un lieu, soit lié à un événement. Et le but après c'est de
voilà, de vraiment créer ce côté collector de la collection capsule. En aucun cas une collection capsule doit être faite à des milliers d'exemplaires, ça n'a aucun sens, et justement ça gâche ce côté expérience. Le plus compliqué à mon sens pour ces pop-up stores, c'est de gérer la volumétrie des produits. Ça c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on a avec tous nos clients, parce que c'est un vrai phénomène et on ne sait pas les retombées que ça va avoir, sachant qu'on a rarement des analyses en fait. C'est ce qui est le plus dur. C'est assez facile quand on est dans la grande distribution de prendre les historiques de l'année dernière, on prend 10% de plus, ça va, c'est assez simple, ça fait 50 ans que les mecs le font, ça c'est géré. Les pop-up stores, c'est compliqué. Quand on a fait Nintendo, lors de la Japan Expo, on avait des stocks sur place, j'avais 2 semi-remorques sur le parking qui étaient en attente et on s'est fait relivrer toutes les nuits depuis les entrepôts de Nintendo en Europe pour supporter la charge tellement qu'il y avait de monde en fait. Donc c'est un vrai exercice qui est compliqué et sur lequel il faut prendre du temps en fait pour calibrer au mieux. Donc au final, est-ce qu'il y a toujours une inconnue sur la quantité produit ou alors on essaye tant bien que mal de la calculer et de faire au mieux comme tu l'as fait avec les semi-remorques qui sont à commander en last minute? Alors on essaye de faire au mieux. Alors les semi-remorques, ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est hyper coûteux, on va pas se mentir. On avait forecasté en fait un stock qu'on a doublé. Donc on avait bloqué tous les stocks de l'Europe qu'on avait déplacés en France et on a tout doublé. Ça a coûté des milliers d'euros. Donc c'est pas non plus le but, mais c'était aussi la règle du Japon de n'accepter aucune rupture sur aucun produit. Et après en fait il faut qu'on ait dans les stratégies, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours des produits refuges en fait. C'est-à-dire qu'on assume la rupture de stock et on a toujours une dizaine de produits en backup qu'on sort juste par catégorie de produits pour en fait remplir les rayons. Clairement on fait du phasing sur la fin parce que vous arriverez peu ou pas à calculer les volumétries en fait. Parce qu'en général, tout ce qui est, on s'est rendu compte que ce qui se vendait sur les e-shops était souvent l'inverse de ce qui se vendait sur les physiques en fait. C'est pas du tout la même démarche parce que dans le pop-up store, c'est très clairement de l'achat d'impulsion. On vient rarement parce qu'on a besoin de quelque chose. D'ailleurs, on n'a besoin de rien et je vends que des choses dont les gens n'ont pas besoin. C'est juste parce qu'on vous raconte une histoire, vous trouvez ça sympa et vous êtes dans une ambiance agréable. C'est uniquement pour ça que vous transformez l'achat. Est-ce que tu as fait face, par exemple, à des situations où on limite la quantité et le panier d'achat pour éviter le phénomène de revente? Oui, clairement, chez Nintendo, on a limité ça parce que c'était des produits du Japon. Et on a clairement limité pour... c'était pas tant pour... alors, il y avait une histoire de revente qu'on voulait limiter, mais c'était surtout pour maîtriser la frustration du client, pour pas se retrouver en fin de salon, en fin d'opération, avec plus de produits. C'est plus compliqué de gérer le marché parallèle que de gérer la frustration client. Ça c'est hyper compliqué à gérer en termes de communication, alors que le marché parallèle, bon c'est embêtant mais le produit est quand même vendu et quelque part ça permet aussi, c'est aussi un des facteurs du commerce, ça crée aussi ce côté marque attendue, donc c'est pas grave. C'est ça, donc il y a plusieurs éléments que vous voyez à l'écran, hein. Une réponse directe aux transformations du retail, aux enjeux du retail d'aujourd'hui, rechercher l'agilité, l'expérience client, mutualiser les espaces. Est-ce que derrière, au final, dans ce laboratoire du retail à ciel ouvert, il n'y a pas pour projet, pour certaines marques, de tenter des implémentations un peu plus permanentes? Est-ce que tu as déjà eu ce cas ou pas du tout? Si, c'est des choses qu'on expérimente très clairement. Il y a des marques sur qui on se sert du pop-up pour tester, pour vraiment se rendre compte. Après, ce qui est aussi dur à appréhender, c'est qu'un pop-up, souvent, ça marche. Est-ce qu'on est capable de le garder sur le temps pendant, par exemple, 1 an? Un pop-up, c'est bien parce que c'est une seule collection. Quand je parlais de Nintendo tout à l'heure et de faire venir des produits du Japon, c'est super bien. Aujourd'hui, les commerçants que vous êtes ou que vous connaissez, il faut être en capacité d'avoir des assortiments à renouveler pour garder ce côté expérientiel en fait. Si vous sortez pendant 1 an les mêmes produits, la même expérience au consommateur, le consommateur ne va pas revenir. Et en fait, c'est là tout le challenge en fait entre le pop-up store et la boutique permanente. Et en fait, c'est cet équilibre à trouver. Alors ça nous arrive, là j'ai à l'écran, on prend par exemple la marque Alpine qu'on gère pour le groupe Renault. Aujourd'hui, on gère autant leurs concessions
permanente en fait, par exemple en France, où là on a un assortiment produit assez spécifique. Et là la photo à l'écran, c'est la photo du dernier mondial de l'auto de l'année dernière qui s'est passé ici, où là on en profite pour sortir des nouvelles gammes, pour faire venir, là on avait fait venir les pilotes de Formule 1, on avait lancé une collection sur les San Antonio Spurs avec Alpine. Donc c'est aussi l'occasion de faire le kick-off de produits ou de collection, et après de le propulser. En fait, ce qui est dur à appréhender, c'est vraiment l'équilibre entre ces boutiques permanentes, ces pop-up stores et le digital en fait, et tout ce qui est e-shop. Le but étant de combiner les trois au bon moment quand vous avez la bonne offre produit. Si vous n'avez pas la bonne offre produit, vous partez au flop assuré. Est-ce qu'au final, le résultat, le gros succès, par exemple, d'un pop-up store avec tout un stock qui s'écoule, c'est pas un peu biaisé quand on doit envisager une implémentation permanente? Est-ce que tu as déjà fait face à des cas comme ça où en effet on se dit le succès il est fort, mais au final, est-ce qu'aujourd'hui ce succès peut se maintenir pour une implémentation permanente? C'est ce que je disais, c'est le challenge. Moi aujourd'hui, je préfère faire plusieurs pop-up stores et les déplacer en France, parce que malheureusement, je pense qu'on a énormément de pop-up stores à Paris. On a la chance d'être à Paris et d'avoir un max de pop-up stores. On en trouve beaucoup moins qui se déplacent au vu des coûts. Mais moi, je préconise plutôt de déplacer les pop-up stores, aller tester le marché vraiment partout en France, et après de tenter la boutique permanente. Parce que ce dont on est toujours sûr, c'est toujours les coûts. Et comme je disais, sur la durée, le chiffre d'affaires, on n'en est clairement pas certain. Ok, super. Donc ouais, c'est vraiment le retour du terrain de test pour les retailers, et ça c'est important. Et troisième point qui était ici, c'est derrière le spectacle, évidemment, continuer de collecter de la data, renforcer l'image et surtout avoir des éléments qualitatifs pour envisager le pour et le contre. Une étude de cas par exemple avec la marque Glossier que vous connaissez sans doute, un pop-up store qui a eu un grand succès, qui était à Paris en avril dernier. C'est là où la convergence online et offline arrive à porter ses preuves. Les clients ont vécu la marque directement dans le store et se sont ensuite rendus en ligne pour consommer plus, ceux qui ont loupé l'événement, le pop-up store, mais également ceux qui souhaitent fidéliser et continuer de créer ce lien avec la marque. Donc je pense que tu peux nous en parler. C'est une micro-usine du retail, il y a plusieurs points, en dehors de l'effet waouh, des produits, du concept en lui-même, il y a toute cette exigence logistique. Comment on arrive à œuvrer sur ces 4 points, par exemple, dans ton groupe? Alors effectivement, il y a un gros travail en amont en fait sur toute la partie logistique et merchandising. En fait, il faut vraiment pas négliger cette partie. Comme je disais tout à l'heure, en fait, suivant le lieu que vous utilisez, il faut gérer l'affluence. Donc il faut bien sélectionner le lieu. Aujourd'hui, on visite de nombreuses cellules dans les centres commerciaux, par exemple, où aujourd'hui vous ne pouvez pas vous permettre de bloquer en fait les autres boutiques. Il faut être à proximité des issues. Il faut que la logistique soit fluide, parce que comme je disais, on a des taux d'écoulement qui sont très importants. Et en fait, c'est un vrai challenge ça pour les réassorts toutes les nuits. Il faut que vos réserves soient pertinentes en fonction de ce que vous avez en magasin. Il faut bien évidemment un équipement et des logiciels qui soient assez poussés. C'est là où vraiment nous on s'appuie sur lundi matin en fait, avec nos différents stocks, les choses comme ça, parce qu'aujourd'hui nos tablettes typiquement en fait les tablettes de lundi matin sont connectées en permanence. Depuis le bureau, on sait en permanence ce qui se vend, les stocks physiques sur place, les stocks qu'on a en entrepôt, les stocks tampons qu'on pourrait avoir, et ça nous permet vraiment de mixer en permanence toute la journée pour que la nuit on soit capable de faire un réassort et de tout remettre en place. Donc l'équipement bien évidemment est important. Nous on fait très attention au mobilier et à tout ce qui est stockage, matériel de stockage. On déplace rarement des palettes, on déplace rarement des cartons, on ne trouve pas ça pratique. Il faut que les équipes, comme ça va très vite, il faut que les équipes soient super à l'aise sur le lieu de vente et dans les réserves, sachant qu'on estime que la réserve est vraiment le nerf de la guerre chez nous, parce que c'est vraiment là que tout se fait. Bon, j'ai déjà plusieurs fois parlé de la communication, ça il faut qu'elle soit hyper bien cadencée avant et après. Comment toi justement, en dehors de l'aspect logiciel, donc on a parlé des solutions de lundi matin, tu maintiens la communication entre tes équipes pour être certain en fait de répondre à la demande
au sujet des pop-up stores par exemple? En général, on a toujours notre équipe magasin avec toujours des cadres de l'équipe qui sont sur site. Et on a toujours du personnel au bureau en permanence avec des camions, soit préchargés, soit avec des stocks prêts à partir. Ça, c'est en permanence. On a toujours une double équipe en fait, et on est en communication permanente toutes les demi-journées. Quand on fait le pop-up store Nintendo, par exemple, toutes les 2 heures, on sort l'intégralité des ventes, l'intégralité des systèmes de caisse, parce que voilà, par exemple sur Nintendo, on avait 8 caisses en simultané. Donc le but, c'est vraiment de gérer ça au plus vite. Ou quand on fait Alpine, lors des 24 heures du Mans, on a trois boutiques qui sont éclatées à différents endroits. Et en fait, ça nous permet vraiment de savoir où en sont les boutiques et potentiellement d'interchanger les stocks durant la journée pendant l'événement en fait. Donc là, c'est un cas intéressant qui s'affiche à l'écran, vu que c'est en plus un de nos clients communs. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement avec Hello Kitty et les Galeries Lafayette de Paris? Hello Kitty, c'est un événement qu'on a fait l'année dernière pendant les JO. Donc ça a été un événement plutôt challenging en fait, parce que on est vraiment parti dans l'inconnu avec ce pop-up. On avait déjà fait des événements aux Galeries Lafayette. La complexité, c'était les JO, la communication, pas la communication, le transport autour des Galeries Lafayette, parce que c'était un lieu olympique. Donc c'était quand même un sacré challenge, et on n'avait vraiment aucune idée, parce qu'on a eu la chance, tant mieux pour les JO, il a fait très beau temps, et en général le beau temps ça aide pas forcément la vente, et pourtant c'est un pop-up qui a vraiment cartonné. J'avoue qu'on avait joué petit bras sur ce pop-up, parce qu'on pensait vraiment que ça allait être un pop-up d'image. En gros, on a écoulé les stocks en 4 jours alors qu'on devait tenir 8 semaines, mais ça s'est arrangé assez vite, parce qu'on a quand même des backups, et en général quand on part sur des pop-up comme ça, on s'assure toujours que les personnes avec qui on s'engage, que ce soit des licenciés qui fabriquent les produits ou des imprimeurs, quand on fait des produits à la demande, qu'on ait toujours du stock. Donc c'est toujours pareil, même si sur place il y avait moins de stock, on avait toujours du stock en backup chez nous. Donc ça a été un vrai challenge par contre, de réassort, au vu de toute la sécurité qu'il y avait autour des JO, mais ça a été un réel succès, et ça fait plusieurs fois que les Galeries Lafayette nous demandent de le refaire, mais c'est toujours pas au planning pour le moment. Super, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Thomas. Tu vas pouvoir peut-être nous parler du choix crucial des partenaires. Comment justement on maintient cette logique de stack unifié, communication unifiée, et maintenir cette collaboration entre Lundi Matin et notre partenaire? C'est vrai que derrière l'expérience client, il y a beaucoup d'organisations, comme disait Guillaume, il y a de la logistique, il y a aussi le choix d'outils qui vont permettre d'accompagner le retailer. Guillaume disait qu'il y avait un vrai besoin d'immédiateté, de rapidité pour mettre en place les pop-up stores, parce qu'on ne peut pas se tromper, il faut que ça marche le jour J. On est sur des courtes expériences, et nous, chez Lundi Matin, on met en place des solutions SaaS qui permettent de synchroniser et de personnaliser très facilement chaque nouveau pop-up store avec un e-commerce et une gestion de stock. Et puis on a également des outils que l'on met en place qui permettent de l'encaissement, on va dire light, avec des tablettes, avec des terminaux de paiement, qui vont permettre d'être très facilement implémentés le jour J dans le pop-up store. Dans les clients qu'on accompagne également, on a des gens comme par exemple Sport&O, qui fait du merchandising sportif et qui chaque jour se déplace sur le Tour de France avec des boutiques éphémères. Et donc du coup, au travers des solutions de Lundi Matin, ils vont pouvoir avoir des caisses qui fonctionnent en offline, qui vont pouvoir être très facilement implémentées dans les pop-up stores et se déplacer avec la caravane du Tour de France. Et puis un autre exemple de client, c'est le bijoutier Nard, qui fait de la bijouterie entrée de gamme et qui a des pop-up stores qui sont dans des galeries marchandes, vraiment au milieu des allées. Et eux, ils ont fait le choix de la full mobilité, c'est-à-dire qu'ils ont plus de caisses physiques, ils ont uniquement des TPE sur lesquels sont installés nos logiciels de caisse et des applications de paiement pour accompagner les clients en mobilité et les encaisser. Super, merci. Peut-être tu peux donner un petit mot sur la fin. Quels sont tes projets pour 2026? J'imagine que ça va être une grosse année. On sait que c'est un terrain de jeu pour le retail, donc l'occasion aussi de challenger un secteur qui traverse une crise assez profonde.
Ouais, c'est une très très grosse année encore, cette fois-ci sur plusieurs fronts. On travaille beaucoup dans l'automobile et c'est vrai que le secteur de l'automobile est quand même sacrément en crise et ils se servent des pop-up stores comme un outil de diversification au-delà de tenter de vendre les voitures. C'est vrai que des fois les produits dérivés leur permettent de faire venir les gens. La grande distribution avec les shop-in-shops, c'est aussi on a beaucoup de sujets là-dedans aussi parce que voilà, il faut faire venir et c'est quelque chose d'assez important. Donc oui, on a beaucoup de programmes dans ce sens sur 2026. Oui. Super. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez Merci. des questions.